Franchement, en lisant les histoires qu'on va vous raconter ce soir, on n'a vraiment pas été rassurés. Parce que oui, il vous est arrivé des trucs de ouf, des trucs parfois rationnels, des trucs parfois beaucoup plus paranormaux qu'on va voir ce soir. Parce que les témoignages que vous, les abonnés, nous envoyez sont vraiment ouf, parfois ils sont rationnels, parfois beaucoup plus paranormaux. Et ce soir, dans cette vidéo, on va vous en raconter 4 qui vous sont vraiment arrivés. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir, on est partis tous ensemble pour ce nouveau thread d'horreur abonné. Mais avant ça, on a quelque chose à vous présenter, c'est CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Un grand merci à eux pour leur confiance. Mais alors Kratos, dis-moi qu'est-ce que c'est CyberGhost VPN? Mais bien sûr Joe, parce que CyberGhost VPN, c'est un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et des sites malveillants. Pour ceux qui ne savent pas, un VPN ça veut dire réseau privé virtuel en français, et pour la faire plus simplement, lorsque vous vous retrouvez dans votre café, dans une gare, dans un aéroport et que vous utilisez le Wi-Fi, c'est généralement un Wi-Fi public. Sauf que malheureusement, et vous le savez peut-être, mais ces Wi-Fi ne sont franchement pas sécurisés et un VPN vous permet justement de protéger vos infos perso et votre adresse IP est cachée et toutes vos données sont également chiffrées. Mais c'est pas tout, parce que grâce à CyberGhost, vous allez aussi débloquer le contenu géorestreint sur plus de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime et donc avoir accès sans attendre à toutes les exclusivités dans les autres pays. Que ce soit les meilleures séries aux US, vos meilleurs animés et avec le sport également, parce que en vous localisant en Belgique, vous aurez accès gratuitement à toute la saison de Formule 1 sur la chaîne RTBF. Côté plateforme, c'est dispo sur Windows, macOS, iOS, Android, etc. Et avec un abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps et du coup aucun problème pour partager votre code avec votre famille ou vos amis. Au-delà de ça, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs qui lui font confiance à travers le monde et ça a plus de 4,5 sur 5 sur Trustpilot sur plus de 15 000 avis. Si vous êtes intéressé par CyberGhost, on a une super promotion pour vous parce qu'avec notre code en description et dans les commentaires épinglés, vous bénéficierez d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits, du coup ça vous revient à seulement 2,03 € par mois. Et en plus de ça, vous disposez de 45 jours de remboursement si ça ne vous convient pas et vous avez également un support français disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Personnellement, on vous le recommande à 100% parce qu'on l'utilise nous-mêmes quotidiennement et encore merci à CyberGhost VPN, c'est grâce à ce genre de partenariat que la chaîne peut vivre. Mais bref, on espère que les 4 histoires de ce soir vont vous plaire. Nous, elles nous ont bien plu, en tout cas, elles sont bien badantes. Merci encore une fois à tous les abonnés qui prennent le temps de nous écrire ces histoires. On les lit dès que possible et on y répond quand on peut. Et du coup, c'est grâce à vous qu'il y a ce genre d'épisodes spéciaux qui plaît autant aux abonnés. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et aussi à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche qui est juste ici et aussi à vous abonner à tous les réseaux sociaux qui sont juste là. Et maintenant, plongez-vous dans l'ambiance, regardez ça le soir ou alors tirez les rideaux, prenez votre meilleur popcorn et on est parti pour la première histoire. Le premier thread abonné qu'on vous raconte ce soir, c'est l'histoire de Julie qui habite au Canada et qui avait 15 ans au moment des faits. Cette histoire s'est passée pendant le dernier printemps, donc en 2022, et tout ce qu'on sait sur sa vie, même si on n'a pas énormément de détails, c'est qu'elle habite en maison d'accueil. Et tenez-vous bien parce que les événements vont très vite arriver un fameux soir. Petite précision quand même, dans sa famille d'accueil, sa chambre est située au sous-sol et elle dort avec sa sœur de famille d'accueil et à côté de cette dernière, il y a en fait un espèce de salon où il y a une télé où Julie et sa sœur peuvent se détendre, regarder la télé, chiller, jouer à des jeux, bref faire des choses complètement normales. Et ce fameux soir, absolument rien de spécial de prévu. Julie est posée sur le canapé en train de regarder la télévision. Et alors que tout se passe pour le mieux et que Julie est absorbée dans son émission, tout d'un coup un bruit strident vient rompre le silence, il s'agit de l'alarme de la maison. Et tout à coup la réaction de ses tuteurs ne se fait pas attendre car ils descendent en trombe pour voir ce qui se passe parce que le déclenchement de l'alarme à cette heure était synonyme que d'une seule chose, c'était que quelqu'un avait ouvert une porte ou une fenêtre et du coup ces derniers soupçonnaient en fait que Julie ou sa sœur en avait ouverte une pour pouvoir évacuer de la fumée de cigarettes. Sauf que lorsqu'ils arrivent, ils font face au fait, absolument aucune fenêtre n'est ouverte dans le salon. Sauf que personne n'a rêvé, l'alarme s'est bel et bien déclenchée, du coup il y a forcément une fenêtre ou une porte qui est ouverte quelque part dans la maison et du coup Julie et ses tuteurs commencent à faire le tour de la maison pour voir de laquelle il s'agissait. Ils entament donc le tour des chambres et très vite ils arrivent dans celle de Julie et ils remarquent une sensation de froid. En ouvrant la porte, ils le remarquent directement, la fenêtre est grande ouverte et il n'y a absolument personne. Julie est catégorique, lorsqu'elle a quitté la chambre, elle avait fermé la fenêtre et absolument personne ne l'avait ouverte. À ce moment-là, tout le monde se prend une clim, personne ne sait de qui il peut s'agir, sachant qu'en plus, il ne pouvait s'agir de personne qui était intérieure à la maison. Du coup, les tuteurs vont commencer à paniquer et commencent également à questionner le voisinage pour voir s'ils avaient vu quelque chose. Et malheureusement, l'un de leurs voisins en particulier va confirmer leurs doutes.
Apparemment, quelques instants plus tôt, ces derniers auraient entendu du raffut dehors et ils auraient en fait aperçu un homme qui rôdait autour de la maison et qui cherchait à s'y infiltrer. Malheureusement, cet individu a ouvert la fenêtre et n'a laissé aucune trace. On ne sait pas vraiment ce qu'il a fait finalement dans la maison, combien de temps il y est resté, mais tout ça va durer pendant une semaine. Une semaine durant laquelle les événements vont se reproduire, où ils ne vont avoir aucune réponse jusqu'à ce qu'ils se décident enfin d'appeler la police. Cette dernière va prendre leur déposition, ils vont également déployer des policiers pour pouvoir retrouver l'individu et c'est une semaine après qu'ils vont enfin leur dire qu'ils l'ont retrouvé. Et d'après eux, il s'agirait d'une personne bien connue des services de police car ce serait un psychopathe qui n'en serait pas à son coup d'essai. Julie a été complètement paniquée en entendant cette nouvelle, elle se demande ce qui se serait passé si elle s'était trouvée dans sa chambre à ce moment-là, ce qu'il aurait pu lui faire et même si elle aurait été là pour en témoigner. Bref, cette mésaventure l'aura marquée et ce qui est sûr c'est qu'elle vérifiera toujours si sa fenêtre est bien fermée avant de quitter sa chambre. La deuxième histoire, c'est celle de Karina et d'ailleurs elle nous précise que c'est son vrai prénom. Après avoir vu nos épisodes sur les secrets d'horreur abonnés, Karina se dit qu'elle se lance et qu'elle se décide enfin à nous raconter une histoire qui l'a bien traumatisée. Pour la présenter un petit peu, aujourd'hui elle a 19 ans mais lorsque l'histoire s'est passée, elle était au collège. À cette époque, elle avait 14 ans et elle avait une meilleure amie qui s'appelle Alice. Karina et Alice créent rapidement des liens, elles ont énormément de points communs, c'est super cool. En plus de ça, elles ont les mêmes hobbies et les mêmes passions, dont par exemple les films d'horreur et tout ce qui tourne un petit peu aux choses qui sont flippantes. D'ailleurs, ça arrive très souvent que Karina aille dormir chez Alice, et alors que maintenant elle habite en ville, à l'époque elles habitaient à la campagne. C'était un village complètement paumé, il y avait 2-3 magasins quelque part en Charente-Maritime. Et un jour, Karina est invitée pour aller chez Alice tout un week-end, c'est super cool, le week-end se passe hyper bien, et le premier soir elle termine de dîner et après ça elle s'enferme dans leur chambre. Les deux potes s'ennuient un petit peu, elles ne savent pas trop quoi faire, elles vont flâner un petit peu sur internet, mais bon, elles ont vite fait le tour. Elles tentent YouTube, elles tentent de trouver un film, une nouvelle série, mais bon, elles en ont clairement marre de regarder un écran. Et du coup, du haut de leurs 14 ans, elles ont une petite idée que aujourd'hui elles qualifieraient de complètement inconsciente. Les deux, avec un petit sourire en coin, vont demander aux parents d'Alice s'ils peuvent aller dans le jardin pour se balader un petit peu. Les parents hésitent un petit peu, ils sont un peu récalcitrants, mais au final ils acceptent en leur disant quand même de faire attention, de ne pas faire de bêtises et de ne surtout pas sortir hors de la propriété. Karina et Alice hochent la tête innocemment, mais vous l'aurez compris, elles ont une idée derrière la tête et elles n'ont absolument aucune intention de tenir leurs promesses. Les deux filles sont donc maintenant dans le jardin, elles s'amusent un petit peu en ziotant vers la maison pour voir si les parents les surveillent. Et au bout d'un moment, lorsqu'ils se rendent compte que ce n'est plus le cas, ils se dirigent vers le petit portillon qui était ultra facile à enjamber et elles l'enjambent. Les deux filles sont complètement surexcitées, elles sont en train de faire quelque chose d'assez rebelle, elles sont donc en train de se promener dans les rues du village alors que ce n'est pas du tout éclairé. Et de base, elles avaient juste prévu de se promener dans la rue, histoire de faire quelque chose d'un peu excitant de leur soirée. Elles marchent donc tranquillement dans les rues du village, elles ressentent déjà les petits frissons qu'elles recherchaient toute la nuit. Et en plus de ça, il n'y a vraiment aucun lampadaire, aucune once de lumière, et bien entendu, à cette heure-là, il n'y a personne. Et au bout de 20 minutes, alors qu'elles ont envie de changer un petit peu et de faire quelque chose de nouveau, elles se retrouvent face à un dilemme. Soit elles reprennent la route qu'elles connaissent très bien, ou alors elles prennent un chemin qu'elles n'ont jamais emprunté. En considérant la deuxième option, elles regardent au loin et elles voient qu'il y a des petites maisons, des petites voitures, et donc elles se disent qu'elles ne risquent rien du tout et elles y vont. Au bout d'un moment, alors qu'elles sont en train de marcher, elles se retrouvent à un croisement et c'est là qu'elles ont une petite révélation, elles se disent qu'elles commencent à être un petit peu loin de la maison de Alice quand même. Mais là, au milieu de la route, plantée là où elles sont, elles se rendent compte que juste à côté, il y a une grande maison qui a l'air abandonnée et qui est recouverte de lianes et de végétation. Petit détail qu'il faut quand même savoir sur les deux filles, elles sont toutes les deux très croyantes et elles croient également à tout ce qui est surnaturel, esprit, bref le paranormal c'est assez banal pour elles. Complètement intriguées, les deux filles se dirigent de plus en plus vers la bâtisse et au fur et à mesure qu'elles avancent, elles se rendent de plus en plus compte que la maison est grande et qu'elle a l'air impressionnante. Tous les volets sont fermés, il n'y a absolument aucune lumière qui sort de cette maison, bref c'est complètement évident que personne n'habite dedans. Les deux amies se jettent donc un petit regard entre elles et puis là elles comprennent directement. Avec du recul, encore une fois elles se disent que c'est complètement stupide, mais à cette époque elles étaient en pleine recherche d'adrénaline et même si elles avaient déjà quand même assez peur parce qu'elles étaient assez loin de la maison de Alice et qu'elles étaient quand même toutes seules, elles décident d'y aller. Les deux filles se rapprochent de plus en plus et au bout d'un moment Karina tente d'ouvrir la porte d'entrée principale sauf qu'elle n'y arrive pas.
En regardant autour d'elle, elle voit qu'il y a des volets, elle va donc essayer de les ouvrir. Elle galère un petit peu avec sa pote pour l'ouvrir, mais au final, elles arrivent à l'ouvrir assez pour pouvoir se faufiler à l'intérieur. Alors que Karina est sur le point d'entrer, Alice, elle, commence à reculer un petit peu, elle n'est plus vraiment sûre, et elle se met même carrément à angoisser. Karina, elle, est dans son élan, elle a déjà une jambe dans la maison, et donc elle allume la lumière de son flash pour voir à l'intérieur, et c'est là qu'elle entend un bruit strident. La maison est tellement sombre que le flash de son téléphone n'éclaire absolument rien, et donc dès qu'elle entend ce bruit, elle retire sa jambe de la maison pour pouvoir en ressortir tout de suite. Son cœur bat à fond, elle se demande ce qu'elle vient d'entendre, et elle se met à reculer le plus vite possible pour rejoindre Alice. Les deux, une fois retrouvés, se mettent à rigoler un petit peu nerveusement en se demandant ce qui venait de se passer, et c'est là qu'elles décident de faire demi-tour tout simplement. Mais malheureusement, elles vont très vite être interpellées par quelque chose qui vient de la maison. Karina et Alice se retournent vers la maison et là c'est en regardant à l'étage qu'elles se pétrifient et qu'elles sont complètement figées, elles ne rigolent plus du tout. Karina nous promet qu'à ce moment-là, elle n'invente rien et que Alice et elle ont vu exactement la même chose au même moment. Karina et Alice voient distinctement qu'il y a une vieille dame qui est en train de les fixer depuis la fenêtre de la maison. La présence est trop lointaine pour que les deux filles puissent voir à quoi elle ressemblait. Mais il y a un détail qu'elles remarquent tout de suite et qu'elles n'ont jamais vu de leur vie, ce sont ses yeux jaunes. Elle voit que la vieille dame a des yeux jaunes scintillants qui brillent dans la nuit et qui ont l'air complètement malfaisants. Et alors qu'au début elles sont tétanisées, leur instinct se réveille tout de suite, elles tournent les talons et commencent à courir le plus vite possible pour fuir cette présence dangereuse. Elles ne prennent même pas le temps de discuter entre elles, elles savent très bien qu'elles ont vu la même chose et donc elles commencent à courir le plus vite possible pour rentrer chez Alice. Et sur tout le chemin du retour, elles vont entendre plein de bruits angoissants qu'elles n'entendaient pas du tout à l'aller, comme des bruits métalliques, des bruits qui pourraient ressembler à ceux d'une balançoire par exemple. Alors que bien entendu, on vous le précise, il n'y avait rien de tel dans les environs. Là, c'est la goutte de trop, les deux filles se mettent à hurler dans la nuit, quitte à réveiller le voisinage tellement elles ont peur, mais elles continuent de courir jusqu'à la maison de Alice. Pendant toute leur course, elles ont tout le temps l'impression qu'une présence démoniaque allait les rattraper. Mais finalement, 10 minutes de course plus tard, les deux filles arrivent enfin devant chez Alice et elles ne perdent pas de temps, elles se précipitent à l'intérieur. Au final, elles se sont absentées à peu près 1 heure, mais ça a été l'heure la plus intense de leur vie. Les parents de Alice n'ont même pas eu le temps de les questionner tellement elles ont été rapidement dans leur chambre pour fondre en larmes tellement elles avaient peur. Et suite à ça, elles n'ont pas fermé l'œil de la nuit et finalement elles vont tomber de fatigue lorsque le soleil se lève. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, alors que Karina a 19 ans, cette histoire lui fait toujours froid dans le dos. Elle nous dit que ça lui fait quand même énormément de bien de nous la raconter parce que cette histoire l'a vachement marquée. Et même après toutes ces années, Karina et Alice restent traumatisées par cette entité qui n'avait absolument rien de bienveillant. Pour la troisième et avant-dernière histoire, on va vous raconter celle de Océane qui s'est passée il y a très longtemps et qui, vous verrez, a encore des penchants pour le paranormal. À cette époque-là, Océane a 6 ans seulement et elle habite en Suisse, d'ailleurs gros big up à tous les abonnés suisses qui nous regardent. Pour nous donner un petit peu de contexte, elle nous dit qu'elle est dans la maison de ses grands-parents, qu'elle passe énormément de temps là-bas et d'ailleurs qu'elle se trouve juste à côté de la maison de ses parents. Au moment de l'histoire, Océane se trouve dans le salon sur le canapé tranquillement en train de jouer, sauf que là il y a quelque chose qui l'interpelle juste à côté de la cheminée. Et là on vous prévient, ça va très vite, Océane remarque qu'il y a quelque chose d'assez macabre. Juste à côté de la cheminée, elle voit distinctement un squelette pendu. Cette vision va rester pendant une fraction de seconde, mais ça va suffire pour la marquer pendant des années et ça va être quelque chose qu'elle n'arrivera jamais à expliquer. Mais la chose la plus intrigante se passe des années plus tard lorsque Océane invite sa meilleure amie chez ses grands-parents. Les deux filles sont encore une fois quand même très jeunes, elles s'amusent dans le salon tranquillement jusqu'à ce que sa pote remarque quelque chose à côté de la cheminée. Océane voit que Emma a l'air de fixer un point et qu'elle ne bouge plus du tout, elle va donc naturellement lui demander qu'est-ce qui se passe. Et là, avec de la terreur dans les yeux, elle va tout simplement dire à sa pote qu'elle vient de voir un squelette pendu pendant une fraction de seconde. Océane est complètement choquée, elle se rappelle très bien, c'est exactement la même vision qu'elle a eue des années auparavant. Les deux filles, bien flippées par la situation, décident de quitter tout de suite la maison des grands-parents pour aller chez Océane regarder un petit film pour détendre l'atmosphère. Malheureusement, c'est pas une très bonne idée parce qu'elles tombent sur un film bien glauque qui ne va pas du tout les rassurer, surtout qu'elles sont complètement ailleurs, elles n'arrêtent pas de repenser à cet événement qu'elles viennent de vivre. Pendant tout le film, les deux filles vont vivre des expériences qu'elles qualifient de paranormales. Par exemple, dans la pénombre du couloir qui est au fond de la pièce, elles ont l'impression de voir des mains pâles se dessiner dans l'obscurité.
Océane nous dit quand même que c'était déjà arrivé plusieurs fois qu'elle entende des bruits comme ça le soir, des bruits de craquement ou des bruits de pas, sauf que là c'était bien pire et c'était bien plus concret, surtout que sa meilleure amie les voyait aussi. À un moment dans la soirée, le chat de Océane commence à s'exciter un petit peu et donc elle comprend très vite qu'il a besoin de sortir via le balcon. Sauf que le balcon se trouve dans le fameux couloir où elle avait vu les trucs bizarres, les mains pâles juste avant. Et pour ne rien arranger, le couloir est bien obscur à ce moment-là. Océane prend son courage à deux mains pour son chat, elle se dirige vers le couloir. En y allant, elle remarque qu'il y a un petit placard qui a l'air d'être ouvert, mais bon, elle ne fait pas attention et elle continue vers le balcon. Elle se dirige donc vers la porte, sauf qu'au dernier moment, le chat change d'avis et il décide de retourner vers le placard qui était entrouvert. Océane déglutit, elle n'a aucune envie d'ouvrir ce placard, sauf que son chat s'y trouve et donc elle prend encore une fois son courage à deux mains, elle y va et c'est là qu'elle voit une vision d'horreur. Très clairement, elle voit une forme humanoïde la fixer à quatre pattes dans le placard et là c'est beaucoup trop pour elle, elle craque, elle se met à hurler le plus fort possible. Son amie Emma la rejoint le plus vite possible et les deux filles se mettent à courir vers le deuxième balcon qui se trouvait dehors. Sauf que les deux filles du haut de leur jeune âge sont quand même super déterres et elles ont vraiment envie de savoir ce qui se passe dans cette maison et donc elles dégainent leur téléphone, commencent à filmer pour essayer de capturer quelque chose et en plus de ça elles s'arment avec les petits outils qu'elles avaient autour d'elles histoire de se défendre. Océane lui explique ce qu'elle vient de voir mais Emma n'a pas l'air très convaincue, elle n'a pas vraiment l'air d'y croire. Et ce soir là d'ailleurs il ne va plus rien se passer du tout. Et depuis ces événements qui ont complètement traumatisé Océane, elle a super peur de dormir dans le noir complet ou d'être seule. Et ce qui est sûr, c'est que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais oublié de fermer la porte de ses placards. La suite, c'était vraiment des pressentiments hyper malsains T'avais quelqu'un qui regardait en fait. Je sais pas si c'était plusieurs personnes ou une personne, mais il y avait quelqu'un qui regardait. La quatrième et dernière histoire, c'est celle de Marion qui a eu l'idée de nous raconter sa mésaventure après en avoir discuté avec des potes qui lui ont conseillé de nous la raconter. Bon, pour contextualiser un petit peu l'histoire, Marion nous dit qu'à l'époque, elle habitait avec ses parents et sa sœur en banlieue parisienne et que sa maison avait une certaine spécificité parce qu'elle contenait une dépendance qui était dans le jardin, qui faisait anciennement office de bureau pour ses parents, mais ça a fini par être aménagé et du coup Marion, qui avait 15 ans au moment des faits, et sa petite sœur Lisa, 13 ans, ont fini par dormir dedans et en ont fait leur chambre. À ce moment de leur vie, tout se passe extrêmement bien, ça fait déjà quelques mois que Marion et Lisa dorment dans la dépendance. Mais le soir où les premiers événements commencent, Marion avait ce soir-là décidé pour une raison ou pour une autre de dormir dans la maison principale et Lisa allait donc passer seule la nuit dans la dépendance. Petite précision quand même, pendant cette période, ses parents étaient en plein divorce et du coup ils n'étaient pas souvent à la maison et lorsqu'ils n'étaient pas là et que Marion et Lisa dormaient dans la maison principale, elles avaient une règle d'or, c'était d'absolument fermer la dépendance dans le jardin. Mais bref, revenons-en au fait, on est le lendemain soir, Marion et Lisa sont dans la maison et cette dernière va lui adresser une phrase un peu bizarre. Lisa, qui avait passé la nuit dans la dépendance, va dire merci à Marion de l'avoir réveillée le matin parce que sinon elle allait vraiment être en retard pour les cours. Sauf que là, Marion ne comprend pas du tout, elle regarde Lisa avec un air perplexe et lui dit que ce n'était pas du tout elle qui l'avait réveillée parce qu'à cette heure-là, elle était déjà partie pour ses propres cours. Et là, d'un air un peu angoissé, Lisa va lui raconter qu'elle commençait 1 heure après Marion et que le matin même, alors qu'elle peinait à se réveiller, elle a entendu des gros bruits de tambourinement sur la porte de la dépendance. Et ces bruits de toquement étaient quand même vachement affirmés et Lisa va directement penser qu'il s'agissait de Marion qui essayait en fait de la réveiller. Et pour confirmer ça, Lisa avait simplement regardé par la fenêtre pour voir si c'était bien elle, mais à ce moment-là, elle n'a vu absolument personne. Lorsque Lisa lui raconte ça, le visage de Marion se décompose, elle commence donc à flipper, elle se demande qui aurait pu faire ça, qui s'était en fait introduit dans la maison parce que Lisa est sûre de ne pas avoir rêvé. Du coup Marion prend les choses en main, elle emmène sa sœur dans la maison, elle ferme la porte à clé et active l'alarme. À ce moment-là, elle se dit que ça ne sert à rien d'appeler la police parce que les faits s'étaient en fait déroulés le matin et que du coup il n'y avait certainement plus aucune trace de l'individu, mais elle va par contre appeler ses parents pour qu'ils puissent checker les caméras de surveillance qui étaient situées devant la dépendance et qui fonctionnaient H24. Sauf que là, c'est la douche froide parce que ses parents la rappellent et ils vont lui annoncer quelque chose qui va lui faire froid dans le dos. Avec une panique dans la voix qui était palpable, ses parents vont lui dire de s'enfermer avec sa sœur et de bien vérifier que tout était fermé parce qu'ils se sont rendus compte que quelqu'un avait cassé la caméra qui était située juste devant la dépendance et seulement elle. La caméra en question a été cassée la veille et du coup pendant toute la nuit et le matin où Lisa a vécu ces événements n'était pas enregistré.
Et là, ça tilte dans le cerveau de Marion, elle commence à faire le lien avec des événements bizarres qu'elle avait vécu un peu auparavant. Par exemple, quelques temps avant cet incident en question, elle entendait déjà des bruits de pas dans le gravier qui était autour de la dépendance et la lumière aussi qui détectait la présence devant la dépendance s'allumait très souvent pendant la nuit. À ce moment-là, elle avertissait déjà son père qui lui disait que c'était certainement les chats parce qu'elle en avait 3 à cette époque-là ou alors que c'était juste le vent, en tout cas il pensait qu'il n'y avait absolument pas lieu de s'inquiéter. Et d'ailleurs, derrière la dépendance, il y avait également une piscine et donc 2 entrées dans la dépendance et ça lui arrivait très fréquemment d'entendre des bruits d'eau dans la piscine, sachant qu'il y avait une barrière qui la protégeait et que normalement ces animaux n'y avaient pas accès et du coup pendant toutes ces fois, elle se demandait s'il s'agissait de quelqu'un, mais à chaque fois elle se rassurait en disant que c'était certainement pas le cas. En plus de tous ces événements, il y en a d'autres qui se rajoutent. Vraiment, c'est énormément de liens qui se font dans la tête de Marion parce que même avant qu'elle habite dans la dépendance et qu'elle dormait toujours dans la maison principale, à chaque fois qu'elle allait dans la cuisine qui était ouverte et qui donnait sur la dépendance, elle avait la sensation d'être observée et que c'était vraiment horrible pour elle. Et d'ailleurs c'est vraiment super bizarre parce que ça arrivait alors qu'elle avait 10 ans, donc même 5 ans avant les faits, et c'était tellement intense, elle se sentait tellement observée et mal à l'aise qu'elle appelait même régulièrement son père pour lui dire qu'elle était sûre que quelqu'un la regardait, mais à chaque fois qu'il sortait vérifier, il n'y avait personne. Bref, tous ces éléments vont faire énormément peur à Marion et à Lisa, elles n'ont absolument aucune idée de qui ça pouvait être, de qui s'était introduit chez eux. Surtout qu'elle nous précise que sa maison est très grande et qu'elle date du 18e, 19e et qu'à cette époque-là, il y avait des énormes portails et que du coup, elle ne voit vraiment pas comment quelqu'un aurait pu s'introduire sans avoir la clé. Mais après cette énorme frayeur, elles n'ont pas le choix, il faut continuer à vivre et elles ne sauront jamais qui était cette personne. Mais l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là. On fait un bond dans le temps, Marion a désormais 16 ans et on est en plein pendant le premier confinement. Et un fameux soir, Marion et Lisa se prennent un petit peu la tête, elles se disputent et du coup elles vont décider de dormir séparément. Alors que Lisa décide de retourner dormir dans la maison principale, Marion reste seule dans la dépendance et ça va durer pendant presque 2 mois. Ces 2 mois vont être super compliqués parce que pendant quasiment toutes les nuits, Marion entend des bruits autour de la dépendance, elle ne sait absolument pas ce que c'est, mais elle a beaucoup trop peur pour aller vérifier, sachant qu'en plus il n'y a plus de caméra de surveillance. Les lumières qui s'activent, on vous le rappelle, seulement en cas de mouvement, vont s'activer pendant très longtemps, toutes les nuits. Et clairement, Marion, qui est plutôt sensible de base, va être complètement traumatisée et terrorisée pendant quasiment toutes ces nuits. Et clairement, tous ces événements vont énormément impacter sa vie et sa routine. Elle n'ose quasiment plus dormir la nuit parce qu'elle a vraiment trop peur. Elle est sur ses gardes et elle décrit quasiment toujours la même chose. Elle est sûre qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui l'observent depuis l'extérieur. Et finalement, tous ces pressentiments, toutes ces sensations d'être observée ne vont jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'il déménage enfin. On est après le premier confinement et finalement Marion doit déménager avec sa famille pour une autre raison. Et à un moment, pendant le déménagement, son père devait récupérer quelque chose dans la dépendance qui était verrouillé et comme il n'avait pas les clés, il a dû la défoncer. Et Marion qui voit ça, voit à quel point son père a défoncé la porte avec une telle aisance, elle va être complètement mal à l'aise. Elle se dit que s'il y avait quelqu'un pendant tout ce temps, pendant toutes ces années qu'il avait observé, il aurait pu rentrer quand il voulait. Et alors qu'elle voyait ça et qu'ils étaient censés déménager dans quelques jours, Marion prend la ferme décision de ne plus jamais dormir dans cette dépendance. Surtout que d'autres détails viennent s'ajouter, pendant qu'ils habitaient là, ils retrouvaient énormément de choses dans l'allée qui ne leur appartenaient pas, des choses sur le gravier comme des marteaux. Ils trouvaient également des restes alimentaires, des choses qui ne leur appartenaient pas du tout, et à chaque fois ils se demandaient si quelqu'un les jetait à travers le portail. Bref, c'est super triste, mais malheureusement cette histoire ne l'a jamais vraiment quittée, parce que même dans son nouvel appartement, elle ne supporte pas de rester seule, et surtout de dormir seule, elle a vraiment besoin d'être accompagnée. Et malheureusement, pendant ces nuits, cette sensation persiste, à chaque fois elle a l'impression d'être observée si elle est toute seule. Et pour ne rien arranger, même dans son nouvel appartement, alors qu'un soir elle était seule et qu'elle attendait justement ses parents pour pouvoir dormir, il y avait une personne qui est restée pendant 2-3 heures devant sa porte et ses parents vont simplement lui dire qu'il devait s'agir d'une personne qui était complètement bourrée. Bref, finalement Marion, sa sœur Lisa et ses parents ne sauront jamais qui était cette personne qui rôdait dans leur résidence. Et encore aujourd'hui, Marion est complètement terrorisée à l'idée de penser qu'elle a passé une bonne partie de son enfance à être observée sans le vouloir. Alors dites-nous parmi les 4 histoires laquelle vous a le plus effrayé. En soi, il y a quand même 3 des 4 histoires qui sont paranormales, alors dites-nous si vous êtes sensible à ça ou alors si vous préférez les histoires un peu plus rationnelles. Et super important, n'hésitez pas à témoigner tout votre soutien en commentaire aux personnes qui ont raconté ces histoires et qui ont parfois vécu des traumatismes. En tout cas, grosse force à vous, merci de nous avoir raconté ces histoires et on vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'en suivant ce petit lien en description et en commentaire épinglé, vous aurez droit à 83% de réduction sur CyberGhost VPN, ce qui revient à 2,03 € par mois pour protéger toutes vos données et bien plus.
encore merci à eux, c'est grâce à ça que la chaîne peut vivre et évoluer. Bref, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à laisser un like, à vous abonner, à mettre la cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Je bégaye un petit peu parce qu'il est super tard. On a également tous nos réseaux sociaux que vous pouvez rejoindre juste en cliquant dans la description. Ils s'affichent tous là à l'écran. Bref, c'était Joe et Kratos. Merci encore de nous avoir regardé jusque là et d'être restés jusqu'à la fin. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. Yes, le premier tournage, puisqu'on a un deuxième. Ouais, il n'y a plus de batterie, du coup il va falloir éteindre la caméra.